faut se rappeler que c'était après la guerre de 39-45 et que les jeunes cultivateurs voulaient s'établir aussi. Et il y en avait beaucoup qui remettaient en question la vieille agriculture de l'époque. Il n'y avait pas nécessairement des terres non plus qui convenaient à tout le monde. Donc, c'est un groupe de jeunes qui ont étudié la coopération, qui ont étudié la façon de s'y prendre pour fonder une paroisse coopérative. Et ça leur a été... Le ministère de la colonisation du temps a accepté ce projet-là comme un projet pilote. Et à l'automne 1946 est arrivé deux voyages de jeunes, je vais dire colons dans tout le respect du mot, qui sont arrivés à Guyenne pour comme fonder la paroisse. C'était octobre et novembre 1946. Et le premier hiver, il y a eu, disons, ils se sont appliqués à défricher 2 arpents de terre de chaque côté de la route principale de Guyenne. Et tout d'abord, en arrivant, ils se sont bâtis un camp de fortune. Et ils ont passé l'hiver aussi à étudier les règlements de la future coopérative. Si bien qu'en mai 1947, ils ont fondé la coopérative qui s'appelait les Pionniers de Guyenne. À partir de ça, ils ont... Cette coopérative-là, quel était son mandat précisément? Le mandat général qui englobait tout, c'était le développement social-économique de la paroisse et même, je dirais, éducatif, là, parce que ce sont eux autres qui ont fait les démarches aussi pour la première école, puis toutes ces choses-là. Les jeunes hommes qui étaient là, qui avaient entre 18 et 35 ans au max, 30 ans je dirais, ils ont établi des règlements, on devenait membre, on s'engageait à toutes sortes d'affaires et on était encore à l'époque où la religion avait beaucoup de place, donc on s'engageait à toutes sortes de choses, même sur le plan religieux ou moral. Je vais vous dire plus moral, à ne pas prendre le boisson, à ne pas sacrer. C'était la tempérance. La tempérance en tout. Et disons que c'était un peu un rêve en couleur. Disons que pour la tempérance, ça a marché beaucoup. Pour sacrer, je ne suis pas sûr que le bûcheron avec sa scie mécanique, là, il n'allongeait pas des coupes de temps en temps. Ça fait que ça a commencé de même. Et plus tard, ils ont, tout de suite, je pense, à l'année 47, à la fin de l'année, ils ont distribué les lots au hasard. Les gens qui avaient signé leur contrat de membre, disons, les numéros de lot étaient tirés au hasard et chacun avait un lot. Et si entre eux autres, ils voulaient faire des changements de lot, ils le faisaient. Est arrivé par la suite le développement de l'agriculture. La forêt venait soutenir le développement général parce qu'on était sur un territoire de 10 000 carrés où la forêt était vierge. Là, et il fallait, c'était un vrai parterre. Ça fait que ils ont aussi amorcé le développement de l'agriculture en essayant de soutenir les agriculteurs. Le syndicat de travail de Guyenne était comme le moteur social et économique du village. Il voyait à tout genre de développement. Le développement de l'agriculture, le développement de l'éducation. Par contre, pour ce qui était de l'électrification rurale, le syndicat a adhéré, disons, massivement, je veux dire, tous ses membres, à la coopérative d'électricité de la Sarre. Et on a été desservis par la coopérative d'électricité de la Sarre. C'était comme, on ne crée pas des coopératives pour créer des coopératives. Il y en existe, on s'en sert. Ça fait que ça a été ça. Et l'électrification rurale est arrivée à Guyenne en 53, 54. Ça coûtait combien la part sociale à ce moment-là? À la coopérative, je dirais qu'elle devait être de 400 $. Pour la coopérative de Guyenne? Oui. Et pour l'électrification, ça, je ne pourrais pas dire. Là, comment ça s'est résolu, peut-être que c'est tout le syndicat qui a assumé à part ça.
Il faut dire aussi que dans ces années-là, dans la fin des années 40 et pour assez longtemps, les femmes étaient très peu impliquées dans le développement social-économique. On était des bonnes épouses de notre époque et c'est les hommes qui géraient le développement social et économique du village. Ça fait que là, c'est pour ça qu'il y a des détails que je suis moins au courant. J'aurais pu l'apprendre avec le temps, mais c'était des détails. OK. Bon, c'est beau. Ça fait que pour le développement, il y a eu nombre de coopératives à Guyenne, toujours stimulées, pilotées, puis animées par le syndicat de travail, qui plus tard est devenu l'Association coopérative de travail de Guyenne, et plus tard qui est devenu juste la coopérative de travail de Guyenne. Il y a eu un syndicat de producteurs de bœuf, un syndicat de producteurs de bleuets, un syndicat de producteurs de légumes, un syndicat de producteurs de moutons. Et pour le bœuf, je ne suis pas sûre, mais pour les moutons, je suis sûre. C'était comme on fonctionne sous le mode coopératif. Et ça, pour ces petits syndicats, ces petites coopératives de producteurs particulières, mais c'était les gens intéressés à élever du mouton ou à faire des bleuetières qui y participaient. On avait une entente, Guyenne avait une entente avec le ministère de la Colonisation et à l'époque on disait le ministère des Terres et Forêts, aujourd'hui c'est les ressources, là, le ministère des ressources faune ou forêt, quelque chose comme ça. Qui nous donnait, on payait le permis de coupe, mais on avait comme un quota à attelage. Et à un moment donné, le gouvernement, il faut dire qu'on était encore sous l'époque de M. Duplessis, le gouvernement a mis comme fin unilatéralement à cette entente-là, qui était quand même un protocole signé par deux parties. Et ça a fait pas mal sursauter les gens à Guyenne, étant et si bien, et ça a eu des répercussions dramatiques aussi. C'est tout d'un coup, on s'est mis disons, le gouvernement s'est mis à imposer des charges qui n'étaient pas comme entendues. Bon, pour faire de la provocation, c'est bien sûr, faire valoir leurs droits. Un automne, ils n'avaient pas de permis de coupe, ils sont entrés en forêt avec la machinerie et les bûcherons. Et c'est bien sûr que là, les agents sont venus les arrêter. Ils ont mis, je ne sais pas de quelle façon ils s'y prenaient, là, mais ils ont arrêté toutes les machines et ils ont comme saisi le bois qui avait débouché. Ça fait que ça a continué, bien sûr, d'augmenter le mécontentement. Et c'est à partir de ces années-là que ça a été plus difficile. Il faut aussi dire que là, on était dans les années 60 et puis que même l'Abitibi était remise en question par les grands penseurs. Là, il y avait même eu des rapports de fait qui disaient que ça avait été une erreur d'ouvrir l'Abitibi. Ça serait une erreur encore plus grande de garder ça ouvert, ce pays nordique-là. Ça fait qu'on était dans ça aussi. Donc, ça a été des années noires, des années difficiles. Et en 72, on avait, la coopérative gérait aussi une petite scierie locale qui lui permettait de donner de l'ouvrage plus longtemps à ses membres. C'est les bûcherons bûchaient l'hiver. Au printemps, il y avait une période de siège. À l'été, ils travaillaient sur leur ferme, puis à l'automne, on recommençait. Ça fait qu'il y avait comme une occupation 12 mois par année et ça leur permettait de développer leur ferme avec un revenu plus stable. Et quand ils ont eu fermé la scierie, donc il fallait envoyer notre bois à l'extérieur. Dans un premier temps, j'étais allé à Launay ou à Taschereau. Et puis, c'était aussi une coopérative à Taschereau. Mais ça ne donnait pas l'ouvrage au monde de chez nous. Tant et si bien que tout ça, quand on a perdu la scierie, qu'on a perdu nos droits de coupe, la coopérative de travail a négocié et a obtenu un contrat de sylviculture général à partir du débroussaillage jusqu'au reboisement pour une durée de 5 ans. Ça fait que ça a été comme une compensation. Pendant ce temps-là, les gens sont retombés sur leurs pieds un peu. Et pendant ces années-là, il y a eu beaucoup de réflexions de fait. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle sorte de développement qu'on fait? Puis qu'est-ce qu'on développe?
Après toutes les difficultés qu'on venait de connaître au niveau de la forêt, de l'agriculture et la perte de l'école en 1980, la fermeture totale de l'école, ça l'a comme fouetté, je dirais, un peu un certain nombre d'esprits un peu plus inventifs. Et c'est comme ça que deux biologistes ont réfléchi et ont mis sur pied un projet de production de petits plants d'arbres en serre. Et ça a été accepté. Et les serres se sont bâties à l'automne 80 et dès le mois de décembre, on faisait les premiers semis de plants. Ça s'est fait sous forme de coopération tout le temps. Et ça l'a engagé dès les débuts. Disons, là, pour les quantités d'arbres qui étaient produits là, moi j'ai jamais travaillé aux serres, mais pour les quantités d'arbres qui ont été produits là, c'était, disons, minime à comparer à ce qui se font maintenant. Mais ça l'a donné de l'ouvrage et aux femmes, et aux jeunes, et certains hommes aussi. Fait que les autres, ils continuaient à avoir quand même des bûcherons et d'autres services qui employaient le monde dans le village aussi, dans la paroisse. Ça fait que ça a été comme quelque chose qui ressort des cendres d'un beau projet et ça l'a comme stimulé un peu et quelques années plus tard, on a fondé la corporation de développement qui a pris en charge la bâtisse école qui était restée en plan et qui en a fait un centre communautaire. Mais c'est pas sous formule coopérative contrairement à l'époque des serres, c'était plus facile d'aller chercher des subventions avec un organisme sans but lucratif auprès des instances régionales et gouvernementales Et là, le centre de Guyenne, l'école qui a été un centre éducatif à une époque, reste par le biais de ses services un peu un centre éducatif. La coopérative de travail, il y a ses locaux. La municipalité, il y a ses locaux, le CLSC, l'Âge d'or, la bibliothèque, un local pour les jeunes, un petit musée avec une grande salle paroissiale au service de la population. Ça fait que ça, c'est comme ça l'a stimulé et ça l'a permis ça. Et les serres, avec les années, les premiers temps, je pense qu'ils employaient peut-être 60 à 75 personnes. Et dans le fort de l'occupation, maintenant, ils emploient beaucoup plus de monde. Et ils ont développé aussi d'autres avenues. Ils font de la production de tomates en serre depuis plusieurs années et de fleurs aussi. Dès l'hiver, là, ils partent les fleurs et au printemps, les fleurs, les plants de fleurs sont prêts à être vendus et ils fournissent un certain nombre de commerces ici dans la région. C'est bien sûr que les serres coopératives n'auraient pas pu exister, peut-être pas pu exister sans l'expérimentation de la coopération depuis nombre d'années à Guyenne. Ça fait que ça a été comme un beau le couronnement de la coopération à Guyenne, je dirais, les serres. J'ai commencé par m'impliquer auprès des femmes, des fermières, et on avait mis sur pied un local pour les fermières, pour pratiquer l'artisanat qui existe encore, qui existe depuis 1972. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé avec une équipe via la Corporation de développement ou le comité municipal. J'ai travaillé à faire de l'animation auprès des groupes et des personnes. Oui, la coopération, on en mangeait sur nos toasts le matin chez nous parce que mon mari, c'était un fervent coopérateur, il croyait beaucoup et j'ai beaucoup appris à son contact et à ses opinions et je me suis beaucoup impliquée j'ai adhéré à ses croyances.